Mercredi 3 décembre 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une, la mairie de la commune 3 du district de Bamako a accueilli ce mardi 2 décembre 2025 la célèbre chanteuse sénégalaise Coumba Gawlo Seck. La star de la musique africaine a été reçue par le maire de la commune dans le cadre d'une audience officielle. Le commentaire est signé Khadija Traoré. Coumba Gawlo Seck, connu pour sa voix unique et son engagement pour la cause des femmes et des enfants, a été honoré par la mairie de la commune 3 du district de Bamako pour son travail et son dévouement à la promotion de la culture et de la musique africaine. À l'issue de cette rencontre, Coumba Gawlo Seck explique le but de sa visite en commune 3. Oui, je suis venue rendre visite à Madame le maire, Madame Djiré, maire de la commune 3. Dans le cadre des préparatifs du festival international Chant des Linguères, afin de lui présenter le projet, mais aussi de la féliciter, puisqu'elle fait partie des femmes qui vont être primées, les femmes leaders qui vont être primées lors du dîner de gala de remise de trophées du festival. Le but du festival international Chant des Linguères et de primer les femmes leaders qui se démontrent, qui se démarquent aussi de par leur travail, de par leur professionnalisme, de par leur engagement social. Et ça, c'est l'une des raisons. L'autre raison aussi, c'est qu'elle est l'une des rares femmes mères ici à Bamako. Donc nous devons de l'encourager, de la féliciter. Elle fait partie de toutes ces femmes qui ont les valeurs que j'ai citées précédemment, et raison pour laquelle nous ne pouvions manquer de lui témoigner nos encouragements et nos considérations ainsi que nos respects pour le travail qu'elle fait à l'endroit des populations. L'audience a permis aux deux personnalités d'échanger sur des projets et des initiatives visant à promouvoir la culture et le développement local. Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako d'exprimer son entière satisfaction quant à cette visite. Elle a souhaité nous rendre visite et cela a été possible. Aujourd'hui, nous l'avons reçue avec tous les honneurs. Cette chance n'est pas donnée à tout le monde de recevoir une dame de cette envergure. J'ai été impressionné. J'ai vu que, comme elle l'a souligné tout à l'heure, que nous partageons les mêmes valeurs. Valeurs de rigueur, valeurs de professionnalisme, valeurs d'engagement pour sa patrie, pour son pays, pour sa communauté, valeurs d'humanisme. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Donc elle l'a dit, nous partageons les mêmes valeurs. C'est ce qui a fait peut-être que nos chemins se sont croisés. Et depuis lors, depuis qu'on s'est connus, elle ne m'appelle que par maman. Au sortir de cette audience, Coumba Gawlo Seck et Madame Djiré Mariam Diallo se disent satisfaits des échanges féconds. Nous partons en commune 1 du district de Bamako où les Zamsar du comité de Bangwani Farada ont rendu visite au président du Haut Conseil islamique du groupement de leaders spirituels musulmans et guide spirituel des Zamsar, Seyd Cherif Ousmane Madan Aïdara, lui faire des bénédictions et solliciter de ses sages conseils et bénédictions étaient entre autres les points saillants de cette visite tenue dans la grande mosquée chérifienne de Bangwani Djanganabougou. Le commentaire est signé Samaïra Sanogo. Ils sont hommes, femmes, jeunes et vieux. Ils sont des Ansar. Ils sont venus du comité Ansar de Bangwani Farada. Et c'est dans une atmosphère festive et de grande convivialité qu'ils sont reçus dans la grande mosquée chérifienne à Bangwani Djanganabougou par le guide spirituel des Ansar à Seyd Cherif Ousmane Madan Aïdara. Par la présente, le comité Ansar de Bangwani Farada, à l'image des années précédentes, est venu solliciter les sages conseils et bénédictions du président du Haut Conseil islamique du Mali, du président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, à Seyd Cherif Ousmane Madan Aïdara. Selon les visiteurs, c'est un sentiment de joie et de satisfaction qui les anime suite à cette rencontre avec le guide spirituel des Ansar à Seyd Cherif Ousmane Madan Aïdara, occasion idoine pour eux d'afficher leur satisfaction. Rebondissant dans la même veine, les différents intervenants disent être en devoir de reconnaissance au président de la Fédération islamique du Mali, à Seyd Cherif Ousmane Madan Aïdara, grâce aux efforts de qui ils ont embrassé le chemin de l'islam authentique et pacifique. Ils ont conclu les propos
en demandant au guide spirituel des Ansar des bénédictions. Pour sa part, le président du Haut Conseil islamique du Mali, du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, s'est montré tout heureux de recevoir cette délégation des Ansar du comité de Bangwani Farada avant de clore ses propos par des bénédictions. À noter que les travaux de la rencontre se sont déroulés dans un cadre d'échange fructueux, ponctué des précieux conseils, le tout conclu par une séance de bénédiction. Une forte délégation de militants Ansar et sympathisants du comité Ansardine de Baradadji Nyarela a effectué une visite de reconnaissance au président du Haut Conseil islamique du Mali, Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une reconnaissance envers cet homme généreux qui œuvre jour et nuit pour le maintien de la paix et la cohésion sociale au sein du pays à travers ses enseignements. Le commentaire est signé Khadija Traoré. Dans une atmosphère empreinte de piété et de dévotion, cette forte délégation de militants Ansar du comité de Baradadji Nyarela, composée d'hommes et femmes, a exprimé son entière reconnaissance envers Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara pour ses multiples actions et son amour envers la communauté. Les responsables ont salué son dévouement et son engagement en faveur de la paix et de la cohésion sociale et ont prié pour sa santé et sa longévité. Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara a, quant à lui, remercie la délégation pour cette marque de reconnaissance et a appelé les fidèles à rester unis et à œuvrer pour le bien de la communauté. Il a également prié pour la paix et la prospérité du Mali et de ses populations. فرجهم واصفهم واهدنا جميعا الى صراطك المستقيم عليك توكلنا وانت حسبنا نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. L'actualité sur un tout autre plan, le Niger accuse Orano d'avoir laissé des tonnes de matière radioactive dangereuse sur un ancien site d'uranium. Le pays s'apprête à engager des poursuites pour crimes de masse. Le commentaire est signé Moussa Fomba. Le torchon brûle entre le Niger et le géant français du nucléaire Orano. Les autorités nigériennes ont annoncé mardi 2 décembre leur intention de poursuivre en justice l'entreprise française pour des faits jugés attentatoires à la souveraineté et à l'intégrité du pays. Le ministre de la Justice, Aliou Daouda, a justifié cette action en évoquant la découverte de 400 000 tonneaux contenant de la carotte radioactive sur un ancien site d'exploitation d'uranium abandonné à Arlit, dans le nord du Niger. Lors d'un point de presse, le ministre Aliou Daouda a formulé des accusations extrêmement graves à l'encontre d'Orano, anciennement Areva, qui a détenu le monopole de l'exploitation de l'uranium nigérien pendant plus d'un demi-siècle. Le ministre a affirmé que l'entreprise française a porté et continue de porter atteinte à la santé des populations nigériennes par la planification des crimes de masse caractérisés par l'emploi de substances radioactives. L'État du Niger a ainsi pris toutes les dispositions nécessaires pour obtenir réparation de tous les préjudices causés parce qu'il qualifie de désastre écologique et social. Cette annonce marque une nouvelle escalade dans le bras de fer qui oppose Niamey à l'entreprise détenue par l'État français. Les relations se sont tendues après le coup d'État de juillet 2023, lorsque les nouvelles autorités nigériennes ont rompu tous les accords liant le Niger à la France, y compris celui sur l'exploitation de l'uranium. Orano, qui dénonce cette décision unilatérale, a déjà engagé un contentieux contre l'État du Niger auprès des instances internationales compétentes. De son côté, le Niger a nationalisé les sociétés minières en juin dernier et réitéré son intention de mettre son uranium sur le marché. Toutefois, Orano a réagi en affirmant n'avoir reçu aucune notification officielle d'une action en justice. Le groupe a par ailleurs souligné qu'il ne disposait pas de permis d'exploitation pour le site minier de Madaouela, où la découverte a été faite et n'y menait de ce fait aucune opération. Les regards se tournent désormais vers la Russie, le Niger ayant signé un mémorandum d'entente avec Rosatom en juillet dernier. L'actualité internationale en bref et en image avec la voix de Moussa Fomba.
Des hommes armés non identifiés ont saisi des bulletins et les procès-verbaux électoraux dans les bureaux de la Commission électorale nationale de Guinée-Bissau après que l'armée a renversé le gouvernement la semaine dernière, a indiqué mardi un responsable. Cette situation explique pourquoi la Commission est désormais incapable de finaliser le processus de l'élection présidentielle du 23 novembre. Le secrétaire exécutif adjoint de la Commission, Idrissa Diallo, répondait ainsi aux demandes de la CEDEAO et d'autres acteurs qui ont exhorté la Commission à poursuivre le processus électoral pour les élections présidentielles et législatives. Selon Diallo, les hommes armés ont attaqué les locaux de la commission, mis à sac les bureaux et confisqué ordinateurs et serveurs, un fait qui rend impossible la poursuite du processus électoral. Plus de 45 personnes se trouvaient dans les locaux au moment de l'intervention, dont des responsables électoraux, des représentants de partis politiques, des candidats à la présidentielle et des procureurs de l'État. La commission ne disposait alors que de ces procès-verbaux pour les élections présidentielles et législatives. La Gambie franchit une nouvelle étape dans son long combat contre l'impunité hérité de l'ère Jammeh, avec la remise par le Sénégal de l'ex-soldat Sana Mandiang, longtemps considéré comme l'un des fugitifs les plus recherchés du régime déchu. Banjul consolide une dynamique judiciaire inédite en Afrique de l'Ouest. Sana Mandiang est considéré comme l'un des agents les plus actifs des Junglers, une unité d'élite tristement célèbre mise en place sous la dictature de Yahya Jammeh au pouvoir de 1994 à 2017. L'unité est soupçonnée d'avoir orchestré des assassinats ciblés, des enlèvements et des actes de torture au service du régime, réduisant au silence journalistes, opposants et militaires dissidents. La commission Vérité, Réconciliation et Réparation avait cité Mandiang à de nombreuses reprises dans ses conclusions, le décrivant comme l'un des principaux exécutants des exécutions extrajudiciaires et des disparitions forcées ordonnées par les plus hautes sphères du pouvoir. Quelques mois avant l'arrestation de Mandiang, la Gambie avait déjà frappé un grand coup en appréhendant l'ex-général Bora Kolei. Lui aussi membre présumé des Junglers, Kolei s'était rendu à la police militaire en août 2024 après plusieurs années de fuite, notamment en Casamance puis en Guinée-Bissau. La République démocratique du Congo a interdit avec effet immédiat toutes les activités de sauver la RDC, un mouvement politique lancé par l'ancien président Joseph Kabila, selon un communiqué publié mardi. Le communiqué signé par le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur ordonne aux gouverneurs de province et à toutes les autorités administratives de mettre fin à toute activité publique, réunion ou autre initiative organisée par ce mouvement. Joseph Kabila a lancé ce mouvement en octobre à la suite d'une réunion convoquée à Nairobi, la capitale kenyane, par des personnalités politiques congolaises en sa présence afin de constituer un groupe politique d'opposition au président en exercice. Sa création a rassemblé plusieurs dirigeants politiques proches de Kabila et opposés au président Félix Tshisekedi. Une déclaration signée par le groupe affirmait que le mouvement visait à sauver le pays. Il précisait que son objectif était de rassembler tous les Congolais opposés à la dictature, de mettre fin à la tyrannie, de défendre l'ordre constitutionnel, de promouvoir la réconciliation nationale et de plaider en faveur d'un dialogue inclusif sur la gouvernance et la paix. La création du mouvement a provoqué une protestation diplomatique du gouvernement congolais. La RDC accuse Kabila de collaborer avec les rebelles du M23. En octobre, la haute cour militaire du pays a condamné Kabila à la mort par contumace pour trahison, crime de guerre et crime contre l'humanité. Le gendre de Donald Trump, Jared Kushner et l'envoyé spécial du président américain Steve Witkoff devaient s'entretenir avec Volodymyr Zelensky à Bruxelles. Mais la rencontre a été annulée, a rapporté Alex Raufoglu, correspondant du Kiev Post à Washington, sur sa page X. Plus tôt, Raufoglu avait cité deux sources bien informées confirmant que Volodymyr Zelensky devait rencontrer Witkoff et Kushner à Bruxelles après leur visite à Moscou. Ces mêmes sources ont ensuite indiqué que la discussion avait été annulée et que Volodymyr Zelensky était rentré chez lui. Mardi soir, le président russe Vladimir Poutine a rencontré Witkoff et Kushner. Les discussions qui ont duré 5 heures ont permis un examen approfondi du règlement du conflit ukrainien. Le texte précis du plan de paix américain n'a pas été abordé. Les échanges se sont concentrés sur l'essentiel des documents concernés, a déclaré aux journalistes le conseiller du Kremlin, Yuri Ushakov. Selon lui, la question territoriale a été le principal sujet de conversation. Lors d'un point de presse, Ushakov a déclaré qu'à l'issue de la réunion au Kremlin, la délégation américaine avait annoncé son intention de rentrer aux États-Unis et non à Kiev. L'avion transportant l'envoyé spécial américain Steve Witkoff en provenance de Moscou est arrivé dans l'hémisphère occidental sans escale en Europe.
Personne ne croit vraiment à la défaite de la Russie dans le conflit avec l'Ukraine, a déclaré le Premier ministre belge Bart De Wever, qui croit vraiment que la Russie sera vaincue en Ukraine. Ce sont des contes de fées, de pures illusions, a-t-il déclaré dans une interview accordée au journal La Libre, en réponse à une question sur la possible confiscation des avoirs russes gelés pour financer l'Ukraine. Le Premier ministre a fait remarquer que par le passé, les avoirs souverains d'un pays n'étaient gelés qu'en cas de conflit et pouvaient être utilisés par un autre pays à titre de réparation en cas de défaite. Toutefois, cela est peu probable dans le cas de la Russie. S'emparer des avoirs gelés d'un autre pays, de ses fonds souverains, c'est du jamais vu, a-t-il souligné. Le Premier ministre belge a également déclaré que la défaite de la Russie n'était même pas souhaitable, car elle pourrait entraîner une instabilité dans un pays possédant l'arme nucléaire. Plus tôt, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l'Europe persistait à croire qu'elle pouvait infliger une défaite stratégique à la Russie, alors qu'elle sait pertinemment que c'est impossible. Il a affirmé que les pays européens avaient rompu tous leurs liens avec la Russie de leur propre initiative. Et c'est ce qui me fait à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Chérifla TV.